Nouveau numéro de Reporter, le doc, le magazine de reportage long format de France 24. Tous les ans, 3 millions de fillettes sont excisées à travers le monde. La plupart des victimes vivent en Afrique et au Moyen-Orient. Ce que peu de personnes savent en revanche, c'est que les Européennes ne sont pas épargnées. Des dizaines de milliers d'entre elles risquent d'être mutilées en rentrant pour les vacances dans leur pays d'origine. Pour ces fillettes et adolescentes, le traumatisme est double. D'abord, la mutilation, ensuite, le poids d'un secret qu'il faut porter seul dans une société où l'excision reste tabou. Car en Occident, cette pratique, considérée comme une mutilation sur mineurs, est sévèrement punie. Les parents, jugés coupables d'avoir fait exciser leurs enfants, peuvent être condamnés à plusieurs années de prison et la garde de leurs enfants leur être retirée. Mais l'Europe offre aussi des solutions innovantes à ces victimes. De plus en plus de médecins et d'activistes développent des programmes de reconstruction, qu'elles soient chirurgicales ou psychologiques. Reportage au Somaliland, en Irlande et en France de Sophie Guignon et Miyuki Drose Aramaki. C'est un crime familial commis sur des jeunes filles. Une mutilation génitale, passible de lourdes peines de prison pour les parents. Et un tabou pour les victimes. Sous couvert d'anonymat, de jeunes Européennes ont accepté de raconter comment elles ont été excisées durant des vacances dans le pays de leurs parents. Une Britannique de 25 ans d'origine somalienne et une Française de 21 ans d'origine guinéenne. Quand j'avais 7 ans, on est parti pour les vacances en famille. Le lendemain de notre arrivée, on s'est retrouvés avec ma mère, ma grand-mère et mes sœurs dans une espèce de petit cabinet médical. My mother and grandmother were always having heated arguments, but I had no idea what it was about. One day, my mother went to the market, but I didn't want to go along. As soon as she left, my grandmother was being even more extra nice to me. She gave me sweets. J'étais dans la salle d'attente. Ma grande sœur entre dans une pièce et on entend des cris. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui se passe. I saw a few women sitting inside. One grabbed me, started pulling on my clothes. There was a moment of complete helplessness when I felt a quick but sharp pain. Je me souviens d'être sortie de ce cabinet. Je n'arrivais plus à marcher, ça me faisait mal. En arrivant à la maison, il y a eu une fête en notre honneur. Ces deux femmes pourraient attaquer leurs parents en justice, car ces crimes ne sont pas prescrits. Mais comme la plupart des victimes, elles ne portent pas plainte par peur d'affronter et de diviser leur famille. Chaque année, 180 000 Européennes courent le risque d'être excisées selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette tradition remonterait au temps des pharaons. Un rite de passage qui s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie, en passant par le Moyen-Orient. Avec l'augmentation des flux migratoires, tous les pays occidentaux sont touchés par ce fléau. L'excision prive les femmes de plaisir sexuel et entraîne de graves séquelles tout au long de la vie. Cette mutilation peut prendre plusieurs formes, de l'ablation du clitoris à la couture du sexe, appelée infibulation. Donc là, ils ont à la fois excisé et à la fois coupé les petites lèvres. Là, on voit des grandes cicatrices en fait, et les règles et les urines, elles passent par ce petit orifice-là. Évidemment, là, les rapports sexuels, ils sont totalement impossibles. Pour éviter que des fillettes européennes vivent ce cauchemar, les ONG mènent un double combat. En Occident auprès des diasporas, mais aussi dans les pays d'origine. I was young, only 10,
I was excited about going on a plane for the first time. When we arrived, I remember everything being busy and loud. The people, animals, cars, streets. There were a lot of people to meet. Grandmother, uncles, aunties. La famille de la jeune femme vient du Somaliland, une région semi-autonome dans l'ouest de la Somalie. Ici, 97% des fillettes sont excisées, généralement vers l'âge de 7 ou 8 ans. Cette région fait partie des dernières au monde où il n'existe aucune loi punissant les mutilations génitales. Dans un quartier populaire de la capitale, Hargeisa, nous allons rencontrer une exciseuse, un métier commun dans ce bidonville. Cette femme a demandé à rester anonyme. Elle sait que l'Occident condamne cette pratique, ce qui ne l'empêche pas d'exciser et infibuler de jeunes européennes sans aucune formation médicale. La fille s'assied comme ça, sur un morceau de tissu. Je commence par l'anesthésie. Je laisse agir 3 minutes, puis je peux commencer à couper. Je commence par le haut. Je coupe la pointe du clitoris, puis le long des lèvres, des deux côtés. Ensuite, je peux coudre. Je me sers de cette aiguille, comme si je raccommodais des vêtements. Et j'utilise du parfum pour faire cesser les saignements. Ça prend 30 minutes, jusqu'à 1 heure quand la fille gigote beaucoup. Je reçois beaucoup de demandes pendant les vacances scolaires. Selon les jours, 4, 5, jusqu'à 7 fillettes. Oui, il y a des familles qui me disent « on veut respecter la tradition », alors je le fais. Ils paient bien. De 15 à 18 € par fille, 2 fois plus que pour celle d'ici. Pour cette mère, ce métier est un gagne-pain. Et dans ce quartier, personne ne remet en cause cette tradition censée garantir l'honneur des femmes et de leur famille. Moi, j'ai une fille. Elle n'est pas encore coupée, elle n'a que 7 mois. Mais je vais le faire faire. On fait comme nos ancêtres. Et une fille pas cousue, on ne peut pas savoir si elle est vierge. C'est notre culture. Ça vient de notre religion. Ce lien entre religion et excision est l'amalgame le plus répandu dans tous les pays qui la pratiquent. Pourtant, il n'existe aucun texte, ni dans la Bible, ni dans le Coran, qui incite aux mutilations sexuelles. Au Somaliland, une médecin cherche à combattre ces fausses croyances. Edna Adan a fondé le principal hôpital du pays, qui porte son nom, et qu'elle dirige encore à 82 ans. On a eu 2 arrivées, un avortement et une naissance. Ne faites pas trop de bruit, s'il vous plaît. Il y a des patients ici. C'est très grand. Il y a de la place ici et en haut. Première sage-femme du pays, elle-même excisée quand elle était enfant, Edna s'est battue toute sa vie contre cette coutume. Pour elle, les Somalilandais de la diaspora pratiquent l'excision pour garder un lien avec leur culture d'origine. Ils auront beau avoir tout perdu, ça ils pourront s'y rattacher. Ils veulent garder leur identité, leur réputation et se conformer à la norme. Certains disent aussi vouloir le faire à cause de la religion.
Ils ne savent pas qu'en fait, l'islam interdit de mutiler les filles. D'ailleurs, tous les pays musulmans n'excisent pas les fillettes. C'est cette information que nous entendons faire circuler et enseigner. Pour cette ancienne fonctionnaire de l'OMS, la lutte contre l'excision passe d'abord par un changement des mentalités. Pour relayer son discours, un endroit privilégié. Les salles d'attente des dispensaires, où les téléviseurs diffusent en boucle des prêches religieux, mais anti-excision. Le ministère de la Religion a rédigé spécialement une fatwa qui condamne l'infibulation, la forme de mutilation la plus dangereuse. La sensibilisation se poursuit pendant les consultations. Quel type de mutilation tu as subi? Une excision. Sans couture? Oui. Si tu as une fille, si Dieu le veut, qu'est-ce que tu comptes faire? L'exciser comme moi. Qu'est-ce que tu sais de l'excision? Dieu dit que c'est bien. Tu sais que l'islam t'autorise aussi à la laisser intacte? Ah bon, on peut? Bien sûr, tu peux ne rien faire. Les femmes souffrent de complications depuis le moment de l'excision, pendant leur adolescence, la maternité, pendant toute leur vie. Quand elles commencent l'école, elles peuvent avoir des infections et beaucoup souffrir. Elles peuvent manquer beaucoup de cours à cause de cela, et ça peut affecter leurs études. Quand elles se marient, elles doivent se faire rouvrir. C'est un nouveau choc, un nouveau traumatisme pour le corps, avec beaucoup de saignements, des risques d'infection et de complications supplémentaires. Au Somaliland, les taux d'excision restent toujours parmi les plus élevés au monde. Mais le nombre d'infibulations a baissé de 20% ces 10 dernières années. Une évolution encourageante pour Edna Adan. Après 43 ans de combat, j'aurais espéré mieux, mais déjà je vois des progrès. Si nous collaborons avec les législateurs en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde, nous pourrons empêcher que des petites filles soient emmenées en vacances pour se faire exciser. De son vivant, Edna espère voir une loi condamner toutes les formes d'excision au Somaliland. When my mother came back from the market, she soon realized something was wrong. She didn't ask me. She just went to my grandmother to confront her. "What did you do to her?" she asked. My grandmother replied, "Something you should have done a long time ago." I remember a big fight starting. Our mom changed our tickets back, and a few days later we were packing. I have not been back since. J'allais faire ma rentrée en CE1. Ma mère m'avait dit de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Je n'étais plus la même. Je suis devenue très angoissée. C'est comme si l'endroit où j'ai été mutilée n'existait plus sur mon corps. En Europe, l'Irlande a été l'un des derniers pays à pénaliser l'excision. En ce début d'année, Dublin connaît sa première affaire judiciaire. Parents have gone on trial accused of female genital mutilation of their 21-month-old daughter. The couple have both pleaded not guilty to a charge of child cruelty. Un procès rendu possible grâce au travail de lobbying de cette réfugiée, Ifra Ahmed. Avec l'aide de militantes irlandaises, cette Somalienne infibulée à l'âge de 8 ans
est devenue la porte-voix des victimes d'excision. Régulièrement, Ifrah réunit les aînés de diverses communautés pour faire passer son message. La loi irlandaise punit les mutilations, qu'elles soient commises en Irlande ou dans le pays d'origine. En 2006, il existait déjà un projet de loi au Parlement, mais il était resté dans les tiroirs. Grâce à notre mobilisation, l'Irlande a finalement adopté cette loi en 2012. Pour moi, il est crucial que les adolescentes qui ont grandi en Irlande et qui risquent d'être emmenées en Afrique pour être excisées sachent qu'elles ont le droit de dire non et qu'elles sont protégées par la loi irlandaise. Inspiré des standards européens, le code pénal irlandais prévoit des sanctions allant du placement des enfants à de lourdes peines de prison. Devant la cour d'assises, les journalistes attendent le dénouement du procès. Sharon Gaffney prépare dans la salle de presse son compte-rendu qui fera l'ouverture des journaux de la radio et de la télévision publique. Allô, vous m'entendez bien? C'est Sharon. Attendez une seconde, je dois imprimer un document. L'excision n'était pas un crime en Irlande et je pense que ce n'était pas un sujet de société dans les années 70 ou 80. Ici, nous n'avons pas une longue histoire d'immigration. Pour protéger l'anonymat de l'enfant, les caméras sont interdites pendant le procès. En revanche, nous avons pu assister aux audiences. Les parents nient et prétendent que leur fils est blessé sur un jouet. Version improbable selon les experts médicaux. La juge, elle, retient la préméditation comme charge aggravante. À l'énoncé de la peine, le couple s'effondre dans le box des accusés. 5 ans de prison ferme. Ce cas fera désormais jurisprudence en Irlande. Je demande à notre communauté, aux travailleurs sociaux, au personnel de santé et aux parents d'être vigilants sur ce type de crime odieux. Et toutes les personnes connaissant des victimes d'excision ou des parents qui veulent sortir leurs enfants du pays pour leur faire subir cette pratique doivent contacter le poste de police le plus proche de chez eux. Nous retrouvons Ifrah Ahmed, l'activiste qui a milité pour la loi anti-excision. La jeune femme se félicite de la condamnation, même si pour elle, la prévention doit primer sur la répression. À mes yeux, l'essentiel n'est pas que les familles aillent en prison. Le plus important, c'est que les jeunes filles soient protégées avant d'être excisées. J'aimerais que les filles ne vivent pas 2 traumatismes, d'abord en étant excisées, puis ensuite en étant séparées de leur famille. Après avoir fui la Somalie, Ifrah a été opérée pour ouvrir les coutures qu'elle gardait de son excision. La gynécologue dit que tout ira bien. Aujourd'hui, à 31 ans, elle envisage de fonder une famille. Mais elle a peur des séquelles que pourrait provoquer un accouchement. À mon arrivée en Irlande, je suis allée à l'hôpital. Ils ont proposé de m'opérer pour que je puisse au moins avoir mes règles normalement. J'ai été coupée 2 fois. On m'a tout enlevé. J'ai peur. Pour en parler, Ifrah Ahmed a pris rendez-vous dans cet hôpital public avec sa gynécologue, une des rares spécialistes de l'excision en Irlande. Pourquoi j'ai les jambes gonflées comme ça? Ça peut être dû à une pression sanguine trop élevée. L'excision multiplie les risques à l'accouchement. Col de l'utérus trop étroit, détresse respiratoire du bébé, ou recours plus fréquent à la césarienne et à l'épisiotomie.
Si vous ne voulez vraiment pas de point de suture en bas, la seule manière de le garantir est d'avoir recours à une césarienne. C'est dur. Je sais que c'est dur. Je peux encore ressentir la douleur. Imaginez le bistouri une nouvelle fois. Oui, je sais. Je ne veux pas vivre un nouveau traumatisme. Oui, je comprends. Les risques s'amplifient pendant l'accouchement. Le col peut rester fermé, ne pas s'élargir, ce qui engendre des déchirures et plus de saignements. La cicatrisation provoque alors des douleurs supplémentaires. Si Ifra Ahmed donne naissance un jour à une fille, elle sera la première de sa famille à ne pas être excisée. Till this day, to be honest, I don't know what is missing in me. I don't know how things should be, but all I think is that this ordeal was so unnecessary. I don't see the point or understand what was achieved. Il y a une chose qui m'a poussée à comprendre l'excision, c'est que je ne voulais pas continuer à vivre en détestant mes parents. Il fallait que je sache pourquoi ils avaient fait ça. J'ai compris que c'était une tradition qu'il y avait dans notre culture, qui faisait croire aux femmes que c'était en étant excisées qu'on était honorable et respectable. Que mes parents, en m'aimant, voulaient que je sois honorable et respectable. Quand j'ai compris ça, je l'ai mieux vécu. Mon seul but est devenu de me réparer et plus de blâmer qui que ce soit. Terre d'immigration, la France a dû apporter une réponse judiciaire et médicale dès les années 70. Aujourd'hui, 60 000 femmes excisées vivent dans l'Hexagone. Dans un grand théâtre parisien, nous suivons Sylvie Togba. Cette Ivoirienne est longtemps restée murée dans le silence après avoir été excisée à l'âge de 8 ans. Devenue mère de famille, elle n'a réussi à évoquer son traumatisme qu'en montant sur les planches. J'ai ça, j'ai mes fleurs, ensuite mon ciseau. Les artistes au plateau, est-ce que tout le monde a au clair ses accessoires, ses costumes, ciseaux? Ils sont sur la table là-bas. Ciseaux, je vais les prendre pour moi. Les ciseaux sont ceux de Sylvie, Babango Fossi ou Setos. qui joue le rôle d'une exciseuse dans une forme de catharsis. Le tabou de l'excision, il est tombé là. Je n'en parlais jamais, que ce soit au niveau de mes amis, de ma famille, de ma communauté. Mais avec le théâtre, déjà j'ai pris le dessus sur les pensées négatives qui me disaient oui, faut pas oser faire ça, c'est la honte. Oui, t'as un petit truc là qui n'est pas à sa place, faut pas trop te montrer. Le théâtre réconcilié avec mon corps, ça, oui. Ce qu'on vient de faire, c'est la base. Maintenant, on peut commencer à faire du théâtre et travailler. En compagnie d'actrices professionnelles et amateurs, Sylvie jouera sur scène dans 2 jours, pour la première fois face à un public. Pour d'autres, cette renaissance passe par la réparation de leur corps mutilé. Dans cet institut de la banlieue parisienne, le docteur Foldes a été le tout premier chirurgien à définir un protocole de reconstruction du sexe féminin. Avant chaque opération sous anesthésie générale, le médecin a son rituel. C'est très important d'aller mettre de la musique. Depuis qu'on a expérimenté ça, la dose d'anesthésique nécessaire a diminué d'1 tiers. Ça les désangoisse énormément et c'est vraiment super. Voilà. Le chirurgien a déjà opéré plus de 6000 femmes. Chaque intervention dure 45 minutes. Allez-y. Stop, merci.
Sa prochaine patiente a subi une ablation des petites lèvres et du clitoris. Voilà. Cet organe, essentiel au plaisir féminin, possède des racines que le docteur va faire émerger. Alors là, on a une bonne surprise parce qu'il y a vraiment du tissu extrêmement beau qui se présente et on va pouvoir récupérer un clitoris normal. Donc là, je reconstitue la petite lèvre droite et ça se présente vraiment très très bien. On ne lutte pas contre des maladies, mais des pratiques criminelles d'origine humaine. Donc ça a beaucoup de sens. C'est une opération de reconstruction de leur personnalité féminine, de leur sexualité, de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ça ne se résume pas à un organe. Voilà, l'opération est terminée. La patiente du docteur Foldès sortira de l'hôpital le soir même. Le début d'un long parcours à la découverte du plaisir. Le succès de cette chirurgie s'accompagne d'un suivi psychologique. Près de la moitié des patients de cette clinique sont nés en France et ont été excisés pendant des vacances. Vous allez chacune prendre la parole, vous présenter avec le prénom, le pays d'origine, le pays dans lequel vous avez été excisé. Est-ce que c'est en France ou c'est dans le pays d'origine? J'ai été excisée quand j'étais bébé au Sénégal. Ma grande sœur était déjà passée par là et du coup je savais que c'était une étape obligatoire entre guillemets et effectivement moi j'ai des souvenirs. C'est pour ça que c'est encore un peu difficile. Ouais. Ça a été très dur parce que je pense devant des personnes ou devant des copines à l'époque, on fait comme si de rien n'était. À la maison, on n'en parlait pas, c'était assez tabou. En sachant que des fois, quand ça arrive, il y en a qui dénoncent pas, quoi. Ils ont fait Qui, dans ses rapports sexuels, n'a pas de problème? D'accord? Donc, toutes, vous avez des problèmes, des rapports douloureux, etc. Et je sais que quand j'ai des rapports sexuels, j'ai mal, en tout cas. Ça, j'ai jamais envie. Et ça me fatigue beaucoup avec mon homme. Parce qu'il me dit toujours, il me dit que peut-être que moi, je l'aime pas. Parce que je ne vais jamais vers lui pour lui dire « Ah, bébé, j'ai envie de toi », tout ça. Oui, mais pourquoi tu veux lui faire plaisir? Non, en fait, si toi tu sais que tu vas rien ressentir, tu n'auras pas de plaisir. Moi, je vois pas l'intérêt. Mon objectif est que chaque femme reprenne un peu la main sur leur vie. Elle doit absolument être maître ou maîtresse, on va dire, de chaque acte qu'on va poser sur leur corps et aussi de revendiquer le plaisir, parce que le plaisir, c'est aussi une de leurs revendications. La méthode de cet institut a déjà essaimé à travers l'Europe. Ce soir, Sylvie se prépare pour la première du spectacle. La troupe joue à guichet fermé. Oui. Petit cadeau pour la première. Waouh. Pour les comédiennes. Merci. Je vais encourager tout le monde. J'ai le stress. J'ai le stress énorme. C'est un combat. Je vis pas ce moment que pour moi seule maintenant. Je le vis pour toutes celles qui pourront se dire à travers moi qu'il y a de l'espoir. La pièce aborde l'inceste, le viol et bien sûr l'excision. Je te demande deux choses seulement. D'en prendre soin comme si elle était ta propre fille et de la ramener aussitôt que possible. Les applaudissements à la fin, ça finissait pas. Magnifique. Ça encourage et ça nous dit aussi qu'on peut aller encore plus loin. Car toutes reviennent de loin, grâce au théâtre
au soutien psychologique ou à la chirurgie réparatrice. Des centaines, des milliers de femmes mutilées ont pu retrouver plaisir à la vie. Et pour certaines, la force de se battre contre l'excision dans leur pays d'origine. Voilà pour ce sujet signé Sophie Guignon et Miyuki de Rose Aramaki. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.